Radio Horizon, la voix du Zion. Suivez l'émission Libertois sur Radio Horizon, la voix du Zion, tous les premiers et troisièmes lundis du mois de 18h à 19h. Rediffusion vendredi de 20h à 21h. Libertois, une émission qui vient répondre à nos problèmes psychologiques. Auditrices, bonsoir et bienvenue à l'émission Libertois. Présentation Blessine Kossonia, réalisation Gaëtan Amouzou. Ce soir, nous allons nous intéresser au sommeil. Mesdames et messieurs, quand nous sommes éveillés dans la journée, nous agissons extérieurement par le biais des organes du corps qui servent à transmettre et recevoir des impressions. La nuit, cette activité cesse. Il est dit alors que nous dormons. Mais comment pouvons-nous savoir que nous sommes conscients pendant ces heures de la nuit? Parce que, à l'état éveillé, nous pouvons dire « j'ai rêvé », sans mettre aucunement en doute notre identité pendant le rêve. Nous y étions également conscients de disposer de tous nos sens avec apparemment le pouvoir de nous mouvoir. Malgré l'état endormi du corps dans la condition que nous appelons le sommeil profond, nous étions encore des êtres vivants, agissants et conscients. Ce qui fait qu'au réveil, nous pouvons nous rappeler de ce dont nous avons rêvé et souvent, il nous arrive de ne pas comprendre ce rêve et cela crée une confusion dans notre mémoire. Et donc, l'émission de ce soir a pour thème sommeil, vigilance et rêve. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Akam Judikael, psychologue clinicien à la polyclinique de Thiévié, et M. Ouazam Roland, spécialiste en santé mentale au CHR Thiévié. Messieurs, bonne arrivée. Merci, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, nous allons ensemble écouter l'avis de quelques personnes interviewées à Thiévié sur le rêve et leur interprétation. Le rêve a différentes sources et c'est lorsque on s'est couché pendant la nuit ou la journée et que dans ton sommeil tu vois des images dans lesquelles tu fais partie ou tu ne fais pas partie. Le rêve a différentes sources. Premièrement, il peut être provenu de notre âme, de notre inconscience. Tout ce que nous voulons faire qu'on n'a pas fait ou tout ce que nous désirons faire, nous l'a pas fait dans la nuit, tu peux le voir dans ton rêve. Et deuxième côté, ton rêve peut provenir des esprits. Dieu est esprit, le diable est un esprit. L'esprit peut te parler à travers le rêve. Les esprits peuvent te révéler quelque chose à travers tes rêves. Donc, concernant le rêve, quand quelqu'un veut toucher une fille et qu'il rêve qu'il est avec cette fille, comment je peux l'interpréter? Ce n'est que le reflet de ce qu'il pense à l'intérieur de lui-même et qu'il a caché dans son inconscience. Mais de l'autre côté, quand le rêve vient des esprits, c'est selon Dieu qu'on peut l'expliquer. Si le rêve vient d'un démon, l'esprit de Dieu peut l'interpréter. Mais on ne peut pas dire que si quelqu'un a vu un serpent dans le rêve, cela veut dire que la personne a vu mamie. Non. On peut dire autre chose. Ceux qui interprètent le rêve doivent savoir qu'on interprète le rêve par l'esprit de Dieu, qui est appelé esprit de sagesse. Situation que j'ai vécue peut-être dans la journée, s'il y a des choses qui m'ont marqué, ces idées me reviennent sous forme de rêve, ou je dors peut-être avec une idée, je rêve de ça forcément. Concernant les interprétations, je crois qu'il y a des personnes qui sont mieux dans ce sens, parce que les interprétations des rêves, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. On fait parfois des rêves, mais le lendemain, on voit que c'est le contraire de ce qu'on a vu dans le rêve.
Donc je pense que l'interprétation est délicate et nous devons nous référer à des gens qui sont vraiment spécialisés dans le domaine, pas à n'importe qui, sinon nous allons fausser certaines de nos réalités. Pour interpréter ou comprendre un rêve, on le comprend dans divers domaines. La façon dont un chrétien va interpréter ou comprendre le rêve est différente de la façon dont un non-chrétien, un animiste ou un musulman va comprendre son rêve. Du côté des animistes, le rêve a une signification. Si tu rêves tu rêves avoir vu des buts ou des fruits mûrs, tout a une signification dans un contexte précis. Mais quand on revient du côté chrétien, on te dira qu'un rêve, ça peut être une vision ou une révélation de la part de Dieu. Les scientifiques vont dire que telle ou telle maladie peut te pousser à rêver pour avoir fait un certain nombre d'activités dans la journée. Et la fatigue peut t'amener aussi à faire certains rêves. Ce que les traditionnels disent, vous allez voir, on vous dira que si vous voyez tel ou tel, ça peut être un animal dans la journée qu'on ne devait pas voir. Cela peut signifier que quelqu'un est décédé chez vous. Parfois, c'est vérifié. Et chez les chrétiens aussi, c'est vérifié. Dieu peut, à travers votre rêve, vous annoncer quelque chose, une révélation. Quand vous vous réveillez, c'est vérifié. Et scientifiquement aussi, c'est prouvé. Voilà, c'était l'avis de quelques personnes interviewées à Thiévier sur le sommeil et le rêve. Alors, messieurs, je reviens vers vous, vos réactions par rapport aux intervenants. Monsieur Ouazam. Une fois encore, merci Blessing. Merci aux auditeurs de Radio Horizon. Oui, tout ce que les autres ont dit sur le rêve, bon, effectivement, il n'y a pas une connaissance carrée sur le rêve. Donc, il y a des connaissances relativistes et ils ont essayé, chacun a essayé de brosser ça sur l'angle qu'il se penche. Mais nous sommes ici pour donner l'aspect scientifique par rapport à cela. Merci. Merci à vous également, Monsieur Akam. Oui, merci beaucoup les auditeurs, merci pour Blessing. Alors nous avons écouté avec intérêt les interventions des uns des autres et nous pensons que nous sommes ici dans le cadre de l'interprétation psychologique des rêves. Et donc c'est dans ce domaine que nous allons rester. Donc en ce qui concerne les autres interprétations, bon, il y a plusieurs interprétations, ils ont dit la vérité, plusieurs interprétations des rêves et dans des domaines différents. Donc nous allons nous situer un peu plus dans le domaine psychologique pour voir quels sont les éléments sur lesquels on se base pour interpréter le rêve. Merci. Merci beaucoup. Et j'espère que les auditeurs sont en train de nous écouter à présent. Et nous allons revenir proprement aux questions. Et ma question est de savoir comment peut-on définir ces trois concepts, le sommeil, la vigilance et le rêve. D'abord, je commence à ma droite, Monsieur Ouazam. Ok, merci. Le sommeil, la vigilance, le rêve. Nous allons définir le sommeil sur le plan psychologique et sur le plan biologique. Alors, par rapport à la définition psychologique du sommeil, nous allons dire que c'est un état normal et régulier de repos de l'organisme qui est caractérisé par un faible niveau d'activité physiologique et une réponse qui est faible aux stimuli externes. Maintenant, la définition biologique du rêve, c'est que c'est un état physiologique temporaire et qui est immédiatement réversible, reconnaissable par la suppression de la vigilance et le ralentissement du métabolisme. Oui, lorsque nous donnons la définition biologique, c'est pour que les gens ne confondent pas le rêve et le sommeil avec d'autres états. Parce que si quelqu'un dort, bien quelqu'un est dans le coma, c'est différent. C'est pourquoi nous disons que c'est un état qui est immédiatement réversible. Ça veut dire quand quelqu'un dort, quand on le touche, même s'il ne se réveille pas en même temps, il doit réagir. Voilà. Donc, cette partie biologique du sommeil
fait un trait d'union directement avec la vigilance que nous allons définir comme la capacité de l'individu à réagir aux stimuli de son environnement. Voilà. Et la vigilance est étroitement liée dans les conditions physiologiques à l'état de veille. Et en réalité, le mot vigilance vient du latin vigilantia, qui veut dire habitude de veille. Donc, vigilance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en état de veille. Il ne dort pas, donc il a la vigilance. Voilà. Mais il faut aussi préciser que ce que nous appelons vigilance est déterminé par l'orientation dans le temps, dans l'espace et dans le contexte. Et c'est aussi déterminé par l'attention, qui est une fonction cognitive permettant l'acquisition ordonnée et productive des informations. Et nous allons profiter aussi pour dire les éléments qui influencent la vigilance, que sont la fatigue, le sommeil, le jeûne, la digestion. Donc quand quelqu'un dort, sa vigilance baisse, et si quelqu'un jeûne, sa vigilance baisse aussi. Le moment où nous avons mangé et notre organisme est en train d'assurer la digestion, notre vigilance baisse aussi. Et nous avons aussi les variations de la température et de la luminosité qui agissent sur la vigilance. Donc, nous allons nous arrêter temporairement à ce niveau avant de revenir. Avant de revenir, vraiment. Et Monsieur Akama, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, ce que moi j'aimerais ajouter par rapport au sommeil, bon, disons que c'est un état physiologique. Le sommeil est un état physiologique caractérisé par un ralentissement ou une diminution des fonctions des centres nerveux et des organes. Donc, on peut encore définir le sommeil comme étant une interruption périodique et réversible de la vigilance. Donc, lorsque la vigilance est interrompue de manière réversible, on parle en ce moment du sommeil. Et le sommeil, c'est très capital pour notre vie, et parce que les études ont montré que le sommeil occupe un tiers de notre existence. Donc, ça veut dire qu'une grande attention doit être portée à ce concept-là. Et par rapport à la vigilance, elle désigne la faculté d'un sujet à réagir de façon adaptée au milieu extérieur. Donc, c'est aussi un état proche de l'éveil. Donc, lorsque on réagit de manière adaptée face aux stimuli de l'extérieur, c'est à ce moment qu'on parle de vigilance. Merci beaucoup. Merci. Et existe-t-il une relation entre ces trois concepts, sommeil, vigilance et rêve? Monsieur Hazan. Oui, avant de parler de la relation, j'avais dit que je devrais revenir légèrement sur la vigilance. D'accord. En réalité, quand nous parlons de vigilance, nous devons la nuancer un peu d'une autre fonction cognitive que nous appelons la conscience. En réalité, la conscience, quant à elle, est la faculté mentale de percevoir et d'intégrer les phénomènes qui émanent de soi, c'est-à-dire de nous-mêmes et de notre environnement. Donc, c'est une notion proche de la vigilance, mais elle nous donne la faculté de percevoir, alors que la vigilance fait partie de la réactivité. Donc, des fois les gens confondent la conscience et la vigilance, mais il y a des nuances. Ce qui me permet maintenant de parler de la relation entre ces trois concepts, sommeil, vigilance, rêve. La relation, c'est que, lorsqu'on dort, il y a notre vigilance qui diminue. Et maintenant, lorsque la vigilance diminue, nous rêvons. Mais le rêve vient à une étape particulière du sommeil, qui est ce que nous appelons le sommeil paradoxal. On va revenir dans les relations. Donc, si nous dormons, si nous avons un sommeil sain, cela va nous permettre de maintenir un état d'alerte optimal pendant l'état de veille. C'est-à-dire, une fois que nous dormons, nous avons un sommeil sain, là, pendant la journée, notre vigilance sera au point. Donc, si nous avons un mauvais sommeil, donc
pendant la journée, notre vigilance va être affectée. Donc, nous allons dire que les trois paramètres s'imbriquent. Mais si on veut regarder d'un œil mathématique les trois notions, on peut dire que le rêve et la vigilance sont inclus dans le sommeil. Merci. Donc, si je comprends bien, quand nous prenons le sommeil, il y a le rêve et la vigilance. C'est ça? Oui, au cours du sommeil, notre vigilance baisse. Et là, c'est quand le sommeil baisse et quand la vigilance baisse que le rêve peut apparaître. Voilà. Voilà, merci monsieur Ouazzam, monsieur Akam. Oui, bon, par rapport aux relations qu'on peut avoir entre ces trois concepts, Oui. donc disons que le rêve, d'abord, c'est une production de l'inconscient et qui consiste à réaliser les désirs que le jour précédent a vu naître en soi. Alors, lorsqu'on parle de relation entre ces trois éléments, je viens de dire tout à l'heure que lorsqu'on parle de sommeil, c'est quand la vigilance est interrompue. Et c'est de manière réversible. Donc, lorsqu'on a une interruption périodique, bien passagère donc de la vigilance, on parle du sommeil. Et dans le sommeil, il y a le rêve. Donc, c'est au cours de la phase paradoxale, comme le collègue vient de le dire, qu'on parle de rêve. Donc, il y a une relation qui existe entre ces trois éléments-là, qui sont vraiment liés. Très liés, vraiment. Alors, quels sont les moyens par lesquels l'on peut apprécier la qualité du sommeil chez un sujet? Voilà, c'est ça la question, monsieur Akam. Les moyens, bon, il y a deux moyens que moi je connais par lesquels on peut apprécier la qualité du sommeil chez un sujet. D'abord, en physiologie animale, on utilise un appareil qu'on appelle l'électroencéphalographe. Et l'électroencéphalographe donne des courbes des différentes phases du sommeil. Et il y a une interprétation qui est faite à ces courbes-là. Et en psychologie clinique, on utilise l'entretien clinique afin de qualifier, afin d'apprécier si le sujet dort bien ou bien il dort mal, bien à quelle phase du sommeil il se réveille, etc. Donc c'est à travers l'entretien qu'on apprécie ces qualités du sommeil-là. Merci. Merci beaucoup. Et monsieur Ouazzam. Oui, bon, et ce que je vais ajouter, Oui. c'est que au cours du sommeil, les muscles du dormeur perdent le tonus. Et pour cela, on fait aussi un autre examen qui est l'électromyogramme pour vérifier l'état des muscles. Donc, si quelqu'un dort et ses muscles ne sont pas relâchés, ça prouve qu'il n'est pas en train de faire un bon sommeil. Il y a aussi un autre examen qu'on fait, et c'est l'électro-oculogramme. Donc, ça montre la rotation des yeux pendant le sommeil paradoxal. Et donc, tout ça là, ça permet de vérifier si effectivement le dormeur est en train de réaliser un bon sommeil. Merci. Et une petite parenthèse, ça m'amène à vous poser cette question. Si une personne peut réellement dormir sans savoir qu'elle dort, il arrive des fois où on dort, mais au réveil, on se dit que non, c'est comme je n'ai pas dormi, j'ai toujours des soucis dans le sommeil. Quand je me suis réveillée, c'est comme je n'ai pas dormi. Est-ce que l'on peut dormir sans savoir qu'elle dort réellement? Bon, je pense que nous devons parler des étapes du sommeil pour mieux éclairer cette question. Okay. Donc, nous allons en venir après. Merci. Et parlez-nous maintenant des différentes étapes du sommeil. Ok. Donc, parlant des étapes du sommeil, nous allons dire que le sommeil normal dure entre 7 et 8 heures 30 minutes. Et il est divisé en cycle d'environ 90 minutes. Et chaque cycle se compose de 5 stades. Nous avons le stade 1 et 2. Là, nous parlons du sommeil lent et léger. Donc, en ce moment, la personne, il y a encore, la vigilance est légèrement baissée, mais elle est encore là. Et les étapes 3 et 4
sont appelées les étapes de sommeil lent profond. Là, la personne dort profondément, le sommeil et la vigilance baisse encore. Voilà. L'étape 5 est l'étape du sommeil paradoxal. Et c'est au cours de ce stade-là que surviennent les rêves. Et donc, cette étape-là représente 20% du temps de sommeil. Maintenant, pour répondre à votre question, vous voudriez savoir si quelqu'un peut dormir sans savoir qu'il dort. Oui, si une personne peut dormir sans savoir que en réalité elle a bien dormi. Oui, c'est là que nous parlons de la qualité du sommeil. Donc, le sommeil doit être en quantité et en qualité. Dans sa quantité, nous avons parlé de 7 heures à 8 heures et demie de temps. Maintenant, au niveau de la qualité, nous avons parlé des étapes 1 et 2 et des étapes 3, 4 et l'étape de stade 5 qui est le sommeil paradoxal où il y a les rêves. Donc, et nous avons dit que ce sont des cycles de 90 minutes. Donc, chaque fois, un cycle de 90 minutes est composé de 5 étapes. Et après, ça reprend. Donc, lorsque quelqu'un dort et son sommeil n'arrive pas à suivre tous ces cycles-là, donc en réalité, le sommeil a un rôle réparateur donc de l'organisme, c'est le repos. Lorsque le sommeil ne suit pas tous ces cycles, en ce moment, la personne n'obtient pas le repos, n'obtient pas la réparation, et donc quand elle se réveille, elle dit que le sommeil ne l'a pas suffi. Voilà, c'est comme ça se passe. Bon. D'accord, je rebalance la question à monsieur Lacan. Oui, bon, parlant des étapes du sommeil, nous avons 4 stades du sommeil. D'abord, le premier stade est appelé état de veille, qui est caractérisé par une faible activité électrique cérébrale avec des signes précurseurs du sommeil, qui sont des bâillements, les clignements des paupières, et on relève également une inattention. Donc le deuxième stade, c'est l'état d'endormissement, qui est caractérisé par la fermeture des paupières, l'immobilité et le ralentissement progressif des fonctions végétatives. Le troisième stade du sommeil lent. Et ce stade est encore subdivisé en 4 phases. Il y a le sommeil lent léger, le sommeil lent modéré, le sommeil lent profond et le sommeil lent très profond, comme le collègue vient de le dire. Et cette phase est caractérisée par une sécrétion d'hormones qu'on appelle la prolactine, qui est une hormone de croissance. Et cette phase dure 60 à 75 minutes. Et enfin, le quatrième stade, qui est le stade du sommeil paradoxal, qui associe les signes d'éveil et des signes de sommeil profond. Et là-bas, on note une atonie musculaire et on a également quelques signes d'éveil comme des mouvements oculaires, la respiration irrégulière, et la durée de cette phase est de 15 à 20 minutes. Donc, c'est la phase au cours de laquelle on rêve. Alors, bref, un cycle du sommeil dure environ 90 minutes et au cours d'une nuit, on peut avoir 3 à 5 cycles au cours de la nuit. Donc après un cycle, il y a un petit réveil et puis il y a le réendormissement et puis un nouveau cycle apparaît. Donc c'est ce qu'on pourrait dire par rapport aux étapes du sommeil. Et si ces étapes ne sont pas respectées, on se sent un peu troublé dans son sommeil. Oui, alors, je vais poser cette question. Je vais demander à ce que vous nous citez certains troubles du sommeil. D'abord, monsieur Ouazam. Ok, merci. Au niveau des troubles du sommeil, nous avons 3 types de troubles du sommeil. Nous avons l'insomnie, sinon les insomnies. Nous avons les hypersomnies et les parasomnies. Alors, au niveau des insomnies, nous avons les insomnies transitoires. Et elles ont pour cause des situations de stress. Et insomnie transitoire, ça veut dire que, quelqu'un, peut-être une journée, 1 ou 2 journées, la personne n'a pas dormi et puis et après, la personne reprend son sommeil. C'est ça l'insomnie transitoire.
Et après cela, nous avons les insomnies persistantes primaires. Donc là, la personne ne dort pas sur une durée, bon, peut-être quelques jours, mais elle n'est pas sérieusement perturbée. Et ensuite, nous avons les insomnies secondaires. Là, quand nous parlons des insomnies secondaires, c'est les insomnies qui sont relatives aux troubles psychiatriques. Dans les cas d'anxiété, dans les cas de dépression, dans les cas de troubles psychotiques, là, les insomnies liées à ces états sont appelées les troubles, les insomnies secondaires. Et il y a les insomnies qui sont liées aux pathologies somatiques, c'est-à-dire bon, toutes les maladies que l'on connaît, l'hypertension, bon, le diabète et tout ce qui concerne les maladies somatiques. Voilà. Ce qui nous permet de parler maintenant des hypersomnies. Au niveau des hypersomnies, nous avons la narcolepsie, donc, qui se caractérise par un accès de sommeil diurne incontrôlable avec cataplexie. Ça veut dire que pendant la journée, la personne dort, mais elle ne peut pas contrôler son sommeil. Donc, les gens disent que il est là, le sommeil l'a volé. Et donc, c'est ça. Donc, le sommeil vient comme ça, on ne peut pas maîtriser. Mais ça ne se limite pas là-bas. Il y a cataplexie, c'est-à-dire que ces muscles deviennent faibles. Donc, voilà. Et il y a aussi la diminution du temps de latence moyenne de l'endormissement. C'est-à-dire, quand la personne se couche en même temps, le sommeil vient. Voilà. Donc, c'est ça, la narcolepsie. Il y a quelque chose que nous appelons aussi, dans le groupe des hypersomnies, le syndrome d'apnée du sommeil. Voilà. Le syndrome d'apnée du sommeil, c'est-à-dire quand quelqu'un dort, à un moment donné, au cours du sommeil, sa respiration se coupe. Alors, nous avons aussi quelque chose dans ce groupe que nous appelons les hypersomnies idiopathiques. Voilà. Donc, ce sont des hypersomnies, c'est-à-dire la personne dort trop, mais il n'y a pas de cause palpable réelle à ce niveau, que nous appelons les hypersomnies idiopathiques. Alors, nous avons quelque chose qu'on appelle le syndrome d'impatience des membres inférieurs. Là, lors du sommeil, la personne sent des attouchements sur ses membres inférieurs, c'est-à-dire sur les pieds. Il sent que quelque chose le touche, ou bien quelque chose marche sur ses pieds. Et ça, nous appelons le syndrome d'impatience des membres inférieurs. Nous avons aussi le syndrome des mouvements périodiques des membres inférieurs. Vous allez voir que lorsque la personne dort, ses pieds bougent à quelques moments. Voilà, ça aussi, c'est un trouble du sommeil. Et c'est classé dans notre groupe appelé hypersomnie. Voilà. Nous avons aussi le syndrome de phase et le syndrome de retard de phase. Là, vous allez voir que quand la personne se couche, elle ne dort pas vite. Voilà. Et elle ne dort pas vite. Et après aussi, elle se réveille tardivement. Voilà. Et il y a aussi ce que nous appelons son contraire, le syndrome d'avance de phase. Là, et elle dort très tôt et elle se réveille aussi très tôt. Ça, c'est un truc d'hypersomnie. Maintenant, nous voyons le groupe des parasomnies pour finir. Là, nous avons quelque chose que nous appelons le somnambulisme. Là, vous allez voir que quelqu'un, ça vient souvent chez les enfants avant l'âge de 15 ans. Donc, l'enfant va se coucher comme ça et il se réveille la nuit et il commence par manger dans le sommeil. Voilà, c'est ça qu'on appelle ça. Mais il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient. Et quand il va se réveiller, il ne saura pas ce qu'il a fait pendant le sommeil. Et il mange quoi là? Il peut prendre quelque chose comme ça, il mange. Il peut aller prendre une cuillère, puiser quelque chose. Voilà, c'est un trouble du sommeil qu'on appelle somnambulisme. Nous avons ce que nous appelons les terreurs nocturnes. Alors, au niveau des terreurs nocturnes, c'est quand quelqu'un dort, il pousse des cris dans le sommeil, mais il n'est pas en train de rêver, mais il dort, il crie, avec des pleurs, il pleure, il crie. Ça, nous appelons terreur nocturne. Et pour finir, nous avons
les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc là, c'est quand les gens rêvent et puis ils tremblent, vous avez quelqu'un en train de dormir et il est en train de rêver, il pousse un cri ou bien il donne un coup au mur. Voilà, c'est ça, les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Merci beaucoup. Merci également pour ces explications. Et nous allons ouvrir l'antenne à présent aux auditeurs. Et vous pouvez dès à présent nous appeler, fidèles auditeurs, sur nos numéros, le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Si vous avez des questions sur le sommeil et le rêve ou la vigilance, vous pouvez toutefois poser toutes les questions possibles. Je rappelle les numéros, le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 et le 98 60 98 62. Vous pouvez poser votre question en éveil comme en français. Voilà, monsieur Akam, je reviens vers vous maintenant pour la même question sur les troubles du sommeil. Alors, merci. Alors, par rapport aux troubles du sommeil, moi je vais essayer donc de catégoriser ça d'abord chez l'enfant et puis chez l'adulte. Alors, pour aller rapidement, il y a l'insomnie. L'insomnie, c'est qui se traduit au niveau des enfants par des difficultés d'endormissement, avec soit opposition au coucher par des pleurs. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à dormir, là on parle d'insomnie. Alors, il y a également chez les enfants, on note également les parasomnies, ce qu'on appelle les parasomnies, qui sont des troubles qui surviennent au cours du sommeil, comme les cauchemars par exemple. Les cauchemars font partie des parasomnies. Donc, c'est au moment où on dort qu'on remarque ces troubles-là. Et ces cauchemars surviennent à l'âge de 3 à 6 ans chez les enfants. Et lorsqu'ils sont répétitifs, ils sont envahissants, cela peut entraîner ce qu'on appelle la névrose. Et cette névrose chez l'enfant, et ça peut également engendrer d'autres pathologies. Donc la névrose est un trouble de personnalité. Donc voilà les parasomnies. Alors il y a également au niveau des parasomnies ce qu'on appelle le somnambulisme. Le somnambulisme, c'est le fait d'exercer ou d'adopter un comportement d'éveil au cours du sommeil. Donc le collègue l'a dit, lorsque l'enfant dort et puis il se lève, il prend quelque chose, il adopte des gestes d'éveil dans le sommeil. C'est ça qu'on appelle somnambulisme. Il y a également ce qu'on appelle la somniloquie. La somniloquie, c'est le fait de parler dans le sommeil. Donc c'est la spécialité de certains. Même ça, on raconte ça chez les un auditeur est en ligne, nous allons le recevoir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui. Et votre question? Manyanko, oui. Ministre de Vente. Aha. N'ayez-vous le bref coup pour le banc de mesure, pas pour le fort. Il est dur à qui ça va pour le deux pour le neuf mois de nous cailler. Et pour vraiment bien. Yo, et moi, bien notre 10 000 de Tina et Fifi. Après caca. Et voilà sa question. Vous êtes en train de rêver et du coup vous sursautez et vous sortez en même temps ce que vous avez rêvé, c'est ça, vous rencontrez. Oui, et merci à l'auditeur. Oui, c'est une question intéressante. Oui, dans cet état de cause, vous savez, nous avons dit que, bon, les gens que vous avez interrogés au début avaient dit tous les angles sur le rêve. Oui. Donc, vous savez, nous sommes des scientifiques, mais nous reconnaissons aussi l'aspect mystérieux du rêve. Donc, dans son cas, ça veut dire que le rêve était en train de lui révéler une situation qui devait arriver incessamment. Donc, c'était un rêve de révélation, et s'il voit la chose, donc ça veut dire que son inconscient était déjà averti que quelque chose devait arriver, puisque après tout le rêve est un langage de l'inconscient. Donc l'inconscient était en train de lui communiquer un message comme quoi il y a quelque chose qui devait se passer. Ça veut dire que son rêve est réel. Et bon, il n'y a pas de rêve non réel. Chaque rêve a sa réalité. Mais ici, son rêve, celui-ci, le rêve lui communiquait un message. Donc,
et le rêve était en train de l'alerter. Mais si je vais aller plus loin, Freud dit que le rêve, c'est le gardien du sommeil. Ça veut dire que ce rêve l'a réveillé pour aller rencontrer ce qu'il devait rencontrer. Le rêve est le gardien du sommeil. Donc c'est le rêve qui l'a réveillé pour aller voir le truc. Merci. Merci à vous, monsieur. Oui, pour aller sur le même plan, bon, je crois que nous reviendrons tout à l'heure sur le rêve. Et en ce qui concerne cette situation, bon, le collègue l'a dit, il y a plusieurs sortes de rêves. Et il y a également plusieurs interprétations du rêve. Donc, pour son cas, je crois que c'est une révélation par rapport à quelque chose qui va se passer. Donc, il ne faut pas qu'il aille chercher loin encore l'interprétation, parce que du fait que tu rêves de quelque chose, tu sors, tu vois la chose. Donc, ça veut dire que on appelle en psychanalyse le rêve prémonitoire. Donc, lorsque quelque chose va se passer, on rêve de ça. Donc, je crois que c'est dans cette logique qu'il se trouve. Voilà. J'espère que l'auditeur a bien saisi cette réponse. Et s'il a encore des soucis, il peut nous rappeler sur les numéros que nous avons déjà donnés, que nous allons répéter, le 23 35 41 44, le 91 24 24 65 ou le 98 60 98 62. Voilà. Et j'étais en train de parler des troubles du sommeil chez l'enfant. Alors, nous avons également ce qu'on appelle le bruxisme nocturne. Donc, chez certains enfants, on remarque au cours du sommeil, on remarque le grincement involontaire et forcé des dents au cours du sommeil. Ça également, c'est un trouble du sommeil chez les enfants. Alors, parlant des troubles du sommeil chez l'adulte, il y a l'insomnie. Et l'insomnie chez l'adulte a plusieurs causes. Il y a des causes médicamenteuses, juste après la prise des stimulants, par exemple, de café ou bien l'amphétamine, on peut avoir l'insomnie. Il y a l'insomnie liée aux pathologies organiques générales, les maux de tête, le palu également peut signaler une insomnie. Il y a également l'insomnie purement psychogène qui est liée à une cause psychologique. Et là, c'est au cours de la consultation psychologique qu'on peut recenser ce cas-là. Il y a ce qu'on appelle l'hypersomnie. L'hypersomnie, c'est lorsqu'on dort trop. C'est lorsque le temps de sommeil est dépassé qu'on parle de l'hypersomnie. Et ça peut être lié également à une parasite, par exemple, qu'on appelle la trypanosome. Donc, cette parasite, lorsqu'il vous pique, donc vous avez ce qu'on appelle l'hypersomnie. Et l'hypersomnie peut être également médicamenteuse. Suite à la prise d'un produit, on peut avoir l'hypersomnie. Et ça peut être également purement psychique. Donc, un problème psychiatrique, un problème psychologique peut déclencher l'hypersomnie. Donc, à part tout ce qu'on a recensé chez les enfants, les adultes également peuvent avoir ces troubles du sommeil. Donc, merci. Merci beaucoup. À quel moment du sommeil survient le plus souvent le rêve? Puisque vous avez eu à effleurer cette partie un tout petit peu dans vos réponses précédentes. Et nous voulons que vous reveniez là-dessus encore, monsieur Akam. D'accord. Nous l'avions dit, le rêve survient au cours de la phase du sommeil paradoxal. Et la phase du sommeil paradoxal, c'est la dernière phase du sommeil. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Cette phase, d'abord, est dite paradoxale parce qu'il y a un paradoxe à ce niveau. Parce que c'est juste après la phase du sommeil là, où on est profondément endormi, vient la phase au cours de laquelle on voit quelques signes d'éveil. C'est comme si la personne va se lever. Et c'est le moment privilégié où on fait des rêves. Donc c'est le dernier stade, c'est la dernière phase du sommeil qu'on fait des rêves. Voilà, donc c'est ce moment qui est privilégié pour les rêves. Merci. Monsieur Ouazzam, qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, effectivement, cette phase est appelée paradoxale. Ce n'est pas pour rien parce que, comme il a dit, lorsque l'homme dort profondément, à un moment donné, l'éveil la vigilance veut revenir. Nous avons déjà parlé de la vigilance plus haut. Et en ce moment, c'est en ce moment qu'on constate que le rêve vient et l'homme va se mettre à rêver et prolonger le sommeil. Et c'est ce que nous disons ici, que Freud avait dit que le rêve est le gardien du sommeil. Ça veut dire que si au cours de cette phase, si la personne n'est pas immergée dans le rêve, la personne va finir par se réveiller. Donc le rêve est le gardien du sommeil. C'est le rêve qui va faire que
que le sommeil va se prolonger. Et nous avons dit qu'un cycle dure 90 minutes. Donc c'est ça qui va prolonger jusqu'à ce qu'un cycle du sommeil puisse atteindre les 90 minutes. Voilà. C'est ça le paradoxe. Sur quelle base peut-on interpréter maintenant un rêve? Puisque si nous rêvons, il faut que nous comprenions ce que nous rêvons. Et alors c'est sur quelle base on peut interpréter le rêve? Monsieur Wazam. Oui. Bon, mais avant de donner les phases là réellement, nous allons dire que le contenu des rêves est en relation avec l'état affectif et les souvenirs du rêveur et les pensées de l'état de veille. Donc, avant de chercher une signification à un rêve... Un instant, un auditeur en ligne. Allô? 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 Amere le kamenia hoe. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Dogbe. Aha. Il a ses deux tiens. Et voilà, c'est sa question. Oui. Vous avez compris? Oui. Oui, quelqu'un qui prend le coupe dans un rêve. Qui veut même blesser. Et s'il y a quelqu'un à côté, la personne, et le rêveur peut blesser cette personne-là à côté. Est-ce que c'est... comment on l'appelle? Est-ce que... Nous l'avons développé plus haut dans les... Est-ce que c'est le palu? A-t-il que si c'est le palu, non? Oui. Bon. Est-ce que c'est le palu grave? Oui, bon, pas forcément ça. Ça peut être ça ou ça peut être quelque chose. Nous, c'est la science où nous suivons. Les choses ne sont pas carrées chez nous. Donc, ça peut être ça, ça peut être quelque chose d'autre. Mais ce que nous allons expliquer, c'est que nous avons développé ça dans les troubles du sommeil. Nous avons parlé des troubles du comportement dans le sommeil. Et c'est lié à ces rêves-là. Donc, en réalité, il y a des gens qui arrivent à contrôler leurs rêves. Voilà. Donc, et nous disons que lorsque quelqu'un rêve, il y a ses muscles qui se relâchent. Donc, ça veut dire que la physiologie du rêve n'est pas respectée dans son cas. Donc, normalement, les muscles devaient se relâcher pour que quand il rêve, il ne fasse pas de mouvement. Donc, la physiologie du rêve et ce que son cerveau devait faire sécréter pour calmer les muscles, son cerveau n'a pas pu le faire. C'est pourquoi il peut prendre un coucou et faire un mouvement violent. Sinon, le bon Dieu a tout fait et que quand quelqu'un rêve, il y a des hormones qui sont sécrétées pour que les muscles restent tranquilles. Merci beaucoup. Et si je comprends bien votre réponse, ce n'est pas forcément dû à une maladie ou au palu grave comme il vient de le dire. Ça peut être toute chose, mais la vraie cause, c'est que la physiologie du rêve a manqué. La physiologie du rêve, c'est que le cerveau devrait sécréter des hormones qui vont calmer les muscles, tout simplement. Ok, merci. Monsieur Akam. Oui, bon, je crois que la question de monsieur, c'est que en ce moment, cette personne est dans le stade de trouble. Donc là-bas, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Parce qu'on vient de définir le sommeil tout à l'heure, qu'on doit avoir une interruption de la vigilance. Donc lorsqu'on n'est plus vigilant et qu'on dort, et le fait de se réveiller, donc là-bas, ça devient un trouble. Lorsqu'on dort, on doit être tranquille et les muscles, la physiologie du sommeil doit être respectée, on doit être immobile. Donc lorsqu'on devient mobile jusqu'à prendre le coucou pour agresser, donc ça c'est une pathologie, c'est un trouble, ce qui n'est pas forcément lié au palu grave, comme il le dit. Et pour l'aider, je m'en vais vous poser cette question. Quoi faire alors? Oui, pour l'aider, il n'a qu'à aller à l'hôpital, il n'a qu'à aller se faire consulter dans un centre psychiatrique, dans un centre... C'est un spécialiste de santé mentale ou c'est un psychologue pour voir la cause donc, de cette pathologie-là. Voilà. Il faut pousser la curiosité, il faut connaître la cause de cette pathologie, puisque comme vient de l'expliquer les spécialistes, ce n'est pas normal. Nous poursuivons nos questions.
Et sur quelle base peut-on interpréter un rêve? C'est ça? Est-ce que nous allons continuer? Oui, oui. Ça... Nous disions que avant de chercher la signification d'un rêve, il faut faire quelques distinctions entre les rêves. Donc, il y a plusieurs types de rêves. D'abord, il y a les rêves intelligibles et les rêves inintelligibles ou les rêves énigmatiques. Donc, les rêves intelligibles, c'est souvent les rêves des enfants. Un enfant peut rêver la nuit et il peut rêver qu'il n'a pas mangé. C'est simple. C'est très simple à comprendre. Peut-être qu'il n'était pas rassasié, il n'était pas rassasié la veille. C'est simple. Voilà. Au niveau des rêves énigmatiques, c'est les rêves chez les adultes. Maintenant. Les enfants ou les adultes? Chez les adultes, c'est les rêves énigmatiques. Voilà. Ok. Difficile à interpréter. Un auditeur en ligne. Allô? 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 Bonjour. Allô, bonjour. Mia fore le kamemia hwe. Allô? Allô, pour nous pomi le todi 1005 ans. Allô, 1005 ans. Ah là là. Ne mia fo le todi ane yo mi le nomba ameton yo le kadi. Bla ve vo ton bla ton voix ton bla ne vo de ka bla ne vo ne et togo se la ni bla sie que vo de ka bla ve vo ne bla den voix ton et mouva bla sie que vo ni bla den bla sie que vo ni bla den vo ve ne bio et une question qui ti la bio mi fiti a mi adontine e zande a mnene wa mi e potomility amaton mi maga ho amerique le camion. Et nous allons continuer nos questions, Monsieur Ouazan. Oui, je disais qu'avant de chercher la signification d'un rêve, il faut tenir compte de la distinction entre les rêves, parce qu'il y a plusieurs types de rêves. Il y a les rêves intelligibles et les rêves énigmatiques, par exemple. Il y a aussi le contenu manifeste, le contenu manifeste du rêve. Il y a le contenu symbolique et le contenu propre, le sens symbolique et le sens propre. Tout ça là, il faut voir ça. Et il faut voir les pensées de l'état de veille. Il faut voir aussi l'état affectif du rêveur après le rêve, quand il s'est réveillé. Est-ce que c'est la joie ou la tristesse? Tout ça là, ça permet d'interpréter le rêve. Et puis, je vais faire un parallèle avec Joseph qui a interprété le rêve du pharaon dans la Bible. Donc, vous avez vu que lorsque le pharaon a fait ce rêve, quand il s'est réveillé, il était sérieusement troublé et agité. C'est ce que la Bible a dit. Donc, c'est le fait que c'est ça que nous disons de regarder. Et je voudrais dire aussi que la technique que Joseph a utilisée et qui est décrite dans la Bible, c'est exactement ça que nous utilisons pour interpréter. Donc, il faut aussi décomposer le rêve en fragments, et le contenu du rêve en fragments. Maintenant, on donne le sens de chaque fragment et après, en tenant compte de l'état affectif du dormeur, des idées de l'état de veille et tout, on essaie maintenant de balancer entre le contenu symbolique et le contenu propre du rêve, et maintenant on va trouver le sens. Voilà, c'est sur ces bases que globalement que moi je me base. Voilà. Merci. Monsieur Akam. Alors, donc, d'abord on parle de l'interprétation du rêve, on doit noter deux aspects. D'abord, il y a le rêve tel que c'est formulé par l'inconscient et le rêve tel que nous l'exprimons. Donc très souvent, lorsqu'on a remarqué, c'est que lorsque nous rêvons et qu'on se réveille, ce que nous disons, nous racontons n'est pas exactement ce qui s'est passé dans le sommeil. Donc pour interpréter le rêve, on doit se baser sur le contenu latent, c'est-à-dire l'ensemble des idées latentes oniriques du sommeil, et c'est sur ces éléments-là qu'on se base pour interpréter le rêve. Alors donc lorsqu'on se réveille et lorsqu'on exprime ce dont on a rêvé, on appelle ça le contenu manifeste du rêve, qui n'est autre chose que la déformation de la réalité du rêve.
Donc pour pouvoir interpréter le rêve, on utilise la technique psychanalytique. Nous en psychologie, c'est ce qu'on utilise pour avoir accès au contenu vrai donc, du rêve. Et c'est à ce prix-là qu'on peut interpréter de manière efficace le rêve. Mais si on se base sur seulement ce que l'expression, ce que l'individu dit par rapport au rêve, donc on sera en mesure donc, de donner une interprétation biaisée donc, du rêve. Voilà. Merci. Merci. Pendant combien de temps l'on peut rêver au cours d'un sommeil? Au cours d'un sommeil, il faut combien de temps pour rêver? Alors, au cours du sommeil, les études ont montré qu'on peut rêver jusqu'à 5 fois. On parle le cycle de sommeil, c'est de 3 à 5 cycles. Donc, on peut avoir un rêve par cycle. Donc, ça fait au total 5 rêves au cours d'une nuit. Voilà, monsieur Ouazzam. Oui, bon, je crois que c'est à peu près ça, mais dans tous les cas, on sait que le rêve, ça fait 20% du sommeil paradoxal. Oui. Donc, et maintenant, on peut aussi rêver pendant les autres étapes. Donc, d'une manière globale, mathématique, on peut dire que le rêve, la durée du rêve, ça peut prendre 25% du temps du sommeil. Du sommeil. Et pour finir, quel mot avez-vous à l'endroit des auditeurs? Très rapidement. Oui, nous voulons dire merci à ceux qui nous ont écoutés. Nous avons parlé aujourd'hui du sommeil et du rêve. Oui. Et donc, aujourd'hui, tout le monde court de gauche à droite, on oublie de bien dormir. Il faut que les gens dorment bien pour leur bonne santé. Et quand les gens ne dorment pas bien, il faut savoir qu'il y a un problème, soit un problème psychiatrique ou bien un problème somatique. Donc, pour ce qui est de l'interprétation des rêves, il faut que les gens apprennent à interpréter d'abord eux-mêmes leurs rêves, comme celui qui nous a demandé. Mais dans le cas contraire, ils peuvent s'adresser à des gens qui sont plus placés pour les aider à comprendre leurs rêves, pour qu'ils soient en bonne santé. Merci. Merci. Et vos contacts? Je suis sur le 90 08 89 32. Voilà. Monsieur Akam. Alors bon, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, surtout avec les troubles du sommeil, donc nous rappelons aux auditeurs que nous prenons en charge ces troubles-là. Et donc pour venir en consultation psychologique, pour comprendre un rêve, pour pouvoir traiter une pathologie liée au sommeil, donc nous appeler sur le 92 42 36 51 pour avoir un rendez-vous et avoir accès à la consultation psychologique. Voilà, fidèles auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit la prochaine fois. Bye bye.